Je propose de rentrer directement sur un sujet un peu focalisé, sur un espace qui me semble clé tout à la fois pour l'architecture, pour la ville et pour la vie sociale, pour la vie quotidienne, qui est la rue. Donc, je ne parlerai pas de toutes les rues, je ne donnerai pas tout ce qu'on peut avoir envie de développer quand on s'attache à certains exemples. Je m'attache là au point de vue spatial. Nous avons bien sûr oublié les rues. Donc, avant l'invasion par les voitures, les rues, voici quelques vues de la vie de la rue. Et on voit que la vie de la rue est composée peut-être de passants, mais principalement presque de riverains. Le mot riverain étant très riche puisqu'il désigne à la fois l'habitation riveraine et les gens qui y habitent. Donc, choisi au milieu de 1000, hein, non pas pour faire une nostalgie, mais pour interroger cet espace. Vous voyez que dans cet espace, les maisons sont alignées. Sont-elles à l'alignement? Je ne le sais pas, si ce terme désigne la limite du domaine public. En tout cas, l'espace public, lui, il va indéniablement de façade à façade. Au pied des façades, il y a cette espèce de margelle qu'on appelle souvent le trottoir. Vous voyez qu'on ne peut pas y trotter. C'est au contraire un espace clé quand on rentre et qu'on sort de chez soi, quand on passe là et qu'on veut s'arrêter, quand on veut avoir une vie privée, mais dans l'espace public. Il n'y a pas que des exemples nostalgiques, on pourra en trouver plein d'autres. Celui-là me semble montrer la même chose d'un point de vue spatial. Vous voyez que les débords que sont ces balcons, etc., ces auvents, coïncident assez bien avec la géométrie de ce qui est en dessous, hein, de la margelle trottoir. Comment l'appeler, cette margelle trottoir? A-t-elle un nom en français? Dans les projets d'architecture et puis d'urbanisme que j'ai pu faire, en particulier dans les grands ensembles, j'ai constaté qu'on n'avait pas de nom. On peut dire trottoir, mais à ce moment-là, on désigne une voie de circulation. Ce n'est pas une voie de circulation, la margelle. Bon, les voitures envahissent ça, on le sait, entre 1910, à partir de, etc. Les photos constats, je pense que tout le monde les connaît, de Alain Blondel et Laurent Sully-Jaune, qui ont été publiées et qui nous montrent que la banlieue parisienne et ses rues, loin de nous apparaître comme épouvantables en 1910, nous apparaissent très très habitables, même si assez, peut-être assez déglinguées par moments. Donc, ce qui s'est passé dans ces rues, c'est que maintenant, on considère, chez nous en tout cas, que les riverains n'ont rien à faire sur les trottoirs. Mais avant, d'ailleurs, ce n'était pas le cas, mais ça s'appelait également trottoir. Petite citation d'Arlette Farge, je ne sais pas si c'est lisible, tout ça, qui le précise, la limite entre le public et le privé, du privé dans le public, du public dans le privé, se joue dans ces espaces. Aujourd'hui, je n'aborderai pas le thème sur le plan juridique, mais sur le plan spatial uniquement. Celui qui compte, à mon avis. Juste aussi, savoir comment nommer la différence entre ces deux rues qu'on vient de voir. Il n'y a pas de terme dans l'urbanisme que j'ai trouvé, mais dans le vocabulaire de l'architecture correspondant aux espaces de distribution, il y a deux mots qui sont peut-être intéressants, qui est galerie et couloir. Tout le monde a l'expérience des couloirs d'hôtel, sordides ou tout à fait sympas. Un couloir, c'est vraiment quelque chose qui n'est pensé que pour et dimensionné pour la circulation. Et une galerie, c'est un espace qui permet bien plus que le passage, qui est en fait un lieu où on peut se dire, et en plus, on peut y passer. C'est un peu ce qui se passe ici, quoi. Donc, rue Galerie ou rue Couloir.
Bon, je dis tout ça parce que on connaît tous la célèbre phrase des années 1930. Nous avons bien entendu supprimé la rue Corridor, la rue de toutes les villes du monde. Rue propre à Le Corbusier, mais expression, excusez-moi, mais déjà Tony Garnier ou en 1935, enfin j'ai mis différentes citations qui montrent que ce rêve est partagé très largement, de manière stupéfiante. Oui, supprimons les rues de toutes les villes du monde. Alors supprimer ne veut pas dire les supprimer matériellement, les bombarder, etc. Mais on ne va plus en faire. Et celles qui sont là, ben, tant pis pour elles, peut-être. Mais au même moment, par exemple en 1957, donc au moment où ces paroles sont prononcées et mises en acte, ce que je propose de regarder de plus près, ben, par exemple Van Eyck, à Amsterdam, le jeune Van Eyck, celui qui va s'opposer dans le Team 10, au Siam 10 et au dévoiement des fonctionnalistes de la Charte d'Athènes, il réalise ça pour la mairie, pour la commune d'Amsterdam. Et ça, c'est quoi? C'est la situation à gauche, c'est bien que tout est envahi par les voitures, qu'il n'y a plus que des trottoirs au sens du code de la route actuelle. Et à droite, non, c'est un espace tout à fait intéressant. Et en plus, pour maîtriser la circulation automobile, l'excès, c'est pas de dire que protéger les enfants, c'est se servir des jeux d'enfants. Donc toute une autre pensée sur ce que c'est que le danger, le risque, la sécurité. Et c'est tel que, je ne sais si vous le savez, mais 700 playgrounds ont été dessinés par Van Eyck à Amsterdam et mis en œuvre. 700 playgrounds. Donc c'est une expérimentation immense. Ils ne sont pas tous comme celui-là. Et vous voyez combien les moyens sont minimums. Par exemple, combien de lampadaires, cette petite éclairage là-haut. Et ces petits tubes suffisent à constituer l'espace. Alors, dans les années 1950-1970, les grands ensembles. Nous connaissons tous les grands ensembles. Je vais vous montrer des vues uniquement pour évoquer un phénomène quand même étonnant, qui est celui qui se joue sur cette ligne, vous voyez, entre ce qu'est devenu un bâtiment sur une rue, à gauche, et ce qu'est devenu une voie dans une rue, à droite. Avec ce destin cruel de ceux qui sont forcés d'y marcher, etc. J'ai trouvé dans la revue Urbanisme, numéro de 1965, une description de cette opération-là, qui est intéressante parce qu'on voit, si je peux dire, l'avant-après sur la même photo. Le village rue qui est là, et le grand ensemble qui est ici. Donc, en fait, carrément, le village rue va être profondément détruit, perdre la moitié de sa face de rue vers le nord et pas mal au sud. Et la raison en est expliquée dans 4 planches: circulation, équipement, espace vert, volumétrie. Un autre exemple, mais je vous invite, avec l'exemple précédent, déjà de regarder juste cette chose. Comment pourrions-nous penser la transformation de l'un dans l'autre, si ce n'est comme, je propose une première démarche, de se dire, on a arraché à l'espace de la rue une substance fondamentale qui est ce qui constitue l'espace, et l'arrachant, on dépouille comme un lapin qu'on dépouille, et il reste des bâtiments sur la gauche et une voie au milieu. Quand vous arrachez tout ça, quand vous dépouillez
le lapin ou la rue, vous enlevez aussi, bien sûr, toute la cohorte de petits murs, murets, jardins, porches, grilles d'entrée, etc. Je propose d'examiner ce dépouillement. Alors, ce qui m'a le plus étonné au cours de ma carrière, je pense que pour vous aussi, c'est que ce qui est maintenant totalement évident n'est pas semblé évident à l'époque, ou du moins objet de débat. C'est pour ça que j'ai souligné le mot « bien sûr ». Nous avons bien sûr supprimé les rues, comme si ça ne faisait pas débat. Et pourtant, la rue, c'est un élément clé et du tracé des villes, et de l'organisation des parcellaires, et de la vie quotidienne, et de nos 1000 souvenirs des villes. Enfin, comment peut-on penser qu'on peut faire ça sans prendre quelques précautions complémentaires, autres que de dire « ah, j'ai toutes les raisons pour le penser ». Alors, j'ai cherché les témoignages de la conscience de ça. Je suis tombé par hasard, enfin, j'ai retrouvé un livre que vous connaissez sans doute, L'introduction à la modernité d'Henri Lefebvre, le 7e prélude, où Henri Lefebvre, assez jeune aussi, nous raconte ce qui lui raconte ses réflexions confrontées à ça. Il est né dans le village de Navarinx, il y a vécu son enfance, et à côté s'est construit, entre 1950 et 60, Mourinx, ville moderne complètement neuve, pour les ouvriers de Lac qui se créaient. Et voici ce qu'il en dit. Je vous laisse le lire peut-être, si c'est lisible. Bref, les choses que je crois, nous reprenons tous. Il qualifie bien ce qui se joue dans une rue sympa, une rue vivante, une rue où on aimerait habiter. Il marche à pied jusqu'à la ville nouvelle. C'est juste à 1 kilomètre, un truc de ce genre. Je vous laisse lire. Donc on voit les interrogations. Juste remarquer que un fait massif quand même, qui était que la rue avait disparu, il n'en parle pas en ces termes. C'est très dur de parler de quelque chose qui n'est plus là, quand autre chose tout d'un coup saute aux yeux, à savoir les immeubles isolés de toutes parts, posés comme des sucres sur des pelouses. Ces immeubles isolés de toutes parts, ces équipements, sont effectivement les dépouilles, ce qui reste de la rue. Vous arrachez la rue, il reste des bâtiments, il reste une voie. Vous jetez ce que vous avez arraché, ça s'appelle d'ailleurs une dépouille aussi, il reste derrière des dépouilles. Chaque bâtiment est une dépouille qui a perdu cette face, cette peau, ce visage qu'elle avait. Ce sont des bâtiments sans visage, sans dos ni devant. Bref, l'architecture va mal quand on n'a plus de rue. Et la voie va mal quand on n'a plus de rue. Donc c'est aussi bien à l'attention de l'architecture côté construction des bâtiments et la conception des bâtiments que l'architecture de l'espace public et de l'espace commun qui est atteint de plein fouet. Je trouve que j'avais vu ça à la Galerie Jeu de Paume il y a quelques années. Un artiste catalan. Ça s'appelle Un architecton,
Un hommage peut-être à une conférence de ce matin du côté architectonique. Bon, il n'a pas fallu finalement très longtemps pour se rendre compte que ça, non seulement ça ne va pas, mais en plus c'est très grave et très lourd, à la fois en destruction physique de lieux et en destruction également de vie sociale, de vie particulière, bref, quelle erreur majeure. Quelle erreur majeure. Donc on va passer à autre chose et on va faire une autre erreur majeure. Et qu'est-ce qui se passe? Quel est ce pays où on fait des erreurs majeures? Mais alors, bien sûr, vous savez, on passe des UP aux ZAC, on passe à Chalandon et non plus à Bloc-Léné, etc., etc. Les grands lotissements. Donc les grands lotissements, on les connaît tous, je mettais juste quelques images pour y songer. C'est pas qu'il n'y ait plus de rues dans les lotissements, au sens spatial. C'est qu'elles sont comme des bras morts au bord des flux de la ville. Si on se promène par là, on se dit non. Et puis on revient au point de départ. Et en plus, on est considéré par les riverains, quand il y en a que l'on croise, on sent qu'on est considéré comme quelqu'un qui n'est pas désiré. Qu'est-ce que vient faire cette personne-là ici? Personne ne vient par hasard dans un lotissement. Personne ne vient par hasard dans un grand ensemble. Ils sont, le terme est reçu communément, enclavés. Pourtant, ils sont super reliés. Mais ils sont enclavés. Comment peut-on être enclavé spatialement alors qu'on est relié à tout? Par les routes et tout. Alors, bien sûr, ces lotissements, ces grandes étendues. Alors maintenant, on n'a même plus dans le voisinage de la walking distance, on n'a même plus le centre commercial, le centre culturel, le centre sportif, le groupe scolaire. Plus rien. Terrible. Et bien sûr, comme on a donc obligation de la voiture, et le rayon qui gouverne tout, c'est le rayon de chalandise de cette nouvelle catégorie de grande distribution, grands ensembles de grande distribution, qui se met en place. À gauche, le premier carrefour, à droite, le premier hypermarché. Les dates sont de 1963 et 1968, je crois, 69. Enfin voilà, c'est totalement... les bras vous en tombent quelque part. Alors, de ça, cette deuxième grande dévastation, et on a eu d'ailleurs des manifestations récentes autour des giratoires, ce qui était assez bien vu, puisque c'était bien eux qui étaient en jeu, sans que ça soit vraiment formulé comme tel. Et maintenant, on est dans quel stade? Je fais une périodisation trop rapide et trop schématique, mais cependant qui est assez juste, me semble-t-il, du point de vue du rythme. On rentre dans les résidentialisations, les résidences. Ce n'est pas un lotissement de grands ensembles, c'est vraiment pas un grand ensemble. C'est au contraire mettre tout ce qui dans le grand ensemble n'y est pas, à savoir les clôtures, les serrures, etc. Et je vous donne juste un exemple, parce que celui-là, on ne le voit peut-être pas très bien, mais c'est un petit village dans lequel je passe souvent. Ils ont construit, et j'en ai été surpris, à l'alignement dans la rue, dans cette rue-là du village, de 3 maisons ou 5 maisons en bande. Et je me réjouissais, tiens, des maisons en bande, ils continuent la rue. Maintenant, ils n'ont pas continué, regardez. Celle-ci, il y a une porte d'entrée, il y a des fenêtres qui donnent. C'est en face d'une maison pareille. Hein. Et là, ben, il n'y a pas de porte d'entrée. Et en fait, vous êtes forcé d'aller sur la droite
Ben, vous connaissez le schéma. Et ici, il y a marqué résidence, je ne sais plus quoi. Avec fierté. Bon, je ne parlerai pas des rues du point de vue du tissu urbain, de la conception, des plans directeurs, de quelle largeur, quelle longueur, quel relais avec toutes les pensées qui se sont bloquées un peu à la guerre de 14, entre Camillo Cité, grandes réflexions sur ce qui était l'art de faire les rues, excusez-moi, l'art de faire les villes. J'ai personnellement, donc, dans ces années, après ces expériences-là, écrit ce livre. Le titre « Reconquérir les rues », c'est pas reconquérir les rues contre un ennemi quelconque, c'est de reconquérir, de point de vue culturel, les rues comme un élément fondamental de notre intelligence qui permettrait peut-être de ne pas faire les mêmes bêtises. C'est des exemples glanés en Europe, chez les pays voisins, parce que bien sûr, ce qui est frappant, c'est ce qui est encourageant. C'est que ce qui est chez nous, comme paraît souvent inévitable, ne l'est pas. J'ai développé, mais je pense que le temps est bien compté, là, donc le fait que j'ai enfin trouvé un mot pour désigner ce dont je parlais au début, vous savez, le trottoir margelle, qui n'est pas un trottoir. Frontage. J'ai trouvé où? Je l'ai trouvé aux États-Unis, dans ce qu'on appelle le nouvel urbanisme, qui est souvent décrié. Il est décrié parce que c'est du Disneyland, on a l'impression, du point de vue d'une architecture qui n'est pas inventive, etc. Et c'est pourtant une démarche urbaine tout à fait intéressante. Là, vous avez c'est un mot du langage courant, c'est aussi au Québec. En fait, ce mot est français. Donc, via un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, les berges du Mississippi, la vente par Napoléon de la Louisiane aux Anglais, je ne sais pas, il se propage des choses qui font qu'il y a des frontages là-bas et nous, on n'est pas capable de désigner ce qui est un alignement de maisons, ce qui est une limite de propriété de domaine public et ce qui est là où il n'y a pas de circulation dans l'espace de la rue. C'est toute une tradition qui vient, qui est celle des stoops et des porches. On voit bien, qui est très, très, très fructueuse spatialement. Les propos de ceux qui en ont vous disent combien c'est un élément clé de chez eux. Ça vient d'ailleurs sûrement en particulier des Hollandais, parce que le mot stoep, c'est le mot steup. Et le steup, c'est ça à droite. Et vous voyez, c'est un espace que Vermeer a peint. C'est pas grand-chose. C'est une margelle, une petite terrasse au bord de chez soi. C'est une planchette qui s'appelle le stubbrett, la planche de seuil. Et puis, c'est presque tout. Mais c'est presque... no detail is... oui, c'est le diable est dans le détail, mais le bon Dieu aussi, enfin le bon Dieu des rues. Ces détails-là sont cruciaux. Mais ce sont des détails matériels, mais spatiaux. Ils désignent un espace dedans la rue. Une autre notion que, dans ce livre, si jamais il peut vous intéresser, c'est celle de deuxième chantier. Il y a d'autres choses sur la stérilisation, etc. Mais qui est l'idée que, d'abord, les architectures ne devraient jamais être vraiment finies. Mais disons que là, on voit bien, par exemple, ça c'est quelque part dans le nord de la France, pas loin de la frontière, des zones sinistrées industrielles. Et là, de l'autre côté de la frontière, pas loin, en Allemagne. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Donc l'idée qu'effectivement, ces petits espaces, là il est assez large, de frontage, ça peut être le support de choses tout à fait fondamentales pour
continuer l'architecture de ces maisons au bord de la rue et l'architecture de la rue par la même. Dans le livre est paru, j'ai été invité à pas mal d'endroits en fait par des services techniques, par des maires, etc. Donc et puis aussi par le CERTU à l'époque. Vous connaissez tous le CERTU ou... Le CERTU, c'était, je peux me tromper dans l'acronyme, le Centre d'études et de recherche des techniques urbaines à Lyon, qui faisait des fiches en particulier et qui servait de bureau de conseil pour les élus, les décideurs, les autorités en matière urbaine. C'est devenu le CEREMA. Je vous ai mis, que veut dire CEREMA, qui est quand même un organisme important, mais dont on peut se demander ce que ça veut dire. C'est sur l'urbain. Hein. Vous voyez par quoi ça commence? Ça commence par Centre d'études et d'expertise sur les risques. Oui, parce que c'est un risque de faire de l'urbain. Ben, je ne sais pas. L'environnement, la mobilité et l'aménagement. Il y a au CERTU, au CEREMA, et dans ceux que j'ai rencontrés dans ma vie professionnelle d'urbaniste pendant 30 ans, des tas de gens intéressants, passionnants, et de super bonne volonté. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu différents. Il y a les routiers et les urbains. Je pense que certains d'entre nous connaissent très bien cette chose-là. Ils m'ont demandé de participer à des réunions de travail en me disant ce que vous développez dans le livre est très important pour nous, pour la notion de rue, pour la notion de voie. Et ceux qui m'ont demandé ça, c'était UVT, une voirie pour tous, un sous-groupe de réflexion. Bon. Et ben voilà, ça produit 12 pages. J'ai mis autant de temps que pour le livre, parce que beaucoup de commissions, beaucoup de choses. L'objet, c'était de se dire, en France, qu'est-ce qu'on peut faire? J'avais beaucoup d'exemples étrangers. On me disait, on ne va rien faire. C'est formidable, mais chez nous, ce n'est pas possible. En fait, c'est complètement possible. On a même la boîte à outils parfaite pour le faire. Je vous renvoie à cette fiche où je pourrai la mettre là où il faut. Il y a 12 fiches qui sont en accès libre au CERTU CEREMA d'accès. Vous pouvez la télécharger, sauf celle-là. Et une autre qui sont réservées à l'usage interne. Et j'ai pu constater que ça pose problème. Pourtant, c'est complètement... à la fois ce qu'on peut... Enfin, bref, je vous laisse juger. Mais alors, à la suite de ça, j'ai été en fait interrogé dans le village où j'habite en ce moment pendant pas mal de temps, depuis une dizaine d'années. Et on m'a dit, ça serait bon que vous rentriez dans le conseil municipal, on est en train de refaire la rue. Ah, je me suis donc présenté aux élections, poussé par eux, mais pas sur une liste. On était 17 pour 11 places. Mais il fallait... et à ma grande surprise, j'ai été élu. En fait, je ne pouvais avoir droit à la parole que si j'étais élu. Il me connaissait depuis 40 ans comme architecte porteur de ses réflexions. Mais il ne m'a rien demandé. Par contre, en tant qu'élu, ça y est, j'ai pu y aller. Et j'ai effectivement, ça figure dans cette fiche, on a refait notre rue en vert et contre... c'est impossible, tout ce que vous dites est intéressant. Avait-on dit à la précédente commission municipale, ça serait mieux si, ça serait mieux... Ah mais c'est très bien, mais c'est pas possible. En fait, tout est possible. Mais par contre, c'est un combat, effectivement, contre des préconçus. Le plus étonnant étant, monsieur le maire, vous allez être responsable. Ben non. Non, il n'est pas responsable d'une chose bien argumentée, présentée, etc. On est responsable quand on fait n'importe quoi, mais pas quand on se réfère à des choses qui ont déjà subi l'analyse. Et puis j'en suis sorti un peu très heureux, me disant, mais j'ai dû aller dans une soixantaine de villes, faire des conférences, invité par des gens, etc.
j'avais quitté l'enseignement, donc c'était une autre forme de militantisme quelque part. Et mais à chaque fois que dans les situations où je me suis retrouvé, après j'avais des relations, et bien comment ça se passe? Ah ben ça s'embourbe. Ah bien non, oui, enfin non. Voilà, bon. Et pourquoi? Pourquoi? C'est possible en fait. Alors, nous avons bien sûr oublié les rues. Je fais ces titres que j'ai donné cette petite communication. C'est bien sûr, en ayant pensé nous avons bien sûr supprimé les rues. J'en suis venu à penser que c'était pas peut-être l'impossible auquel on était confronté, mais l'impensable. On n'arrive plus à le penser quand on prend l'outil. Ben, par exemple, depuis que 2015, urbanisme, les nouveaux PLU. Et par exemple, c'est juste un exemple, parce que c'est très compliqué de rentrer dans ce qui a structuré les PLU, etc. Il y a un lexique national de l'urbanisme, je veux dire que je l'ai découvert. Un lexique national de l'urbanisme, qu'on peut compléter, hein, mais... Et puis, j'ai ici, je ne sais pas, c'est lisible? Donc, vous voyez, ben voilà les mots de base, mais si vous prenez le PLU de Paris, vous aurez un lexique de 60 termes, celui de Montpellier, vous aurez un lexique, celui de Bordeaux, celui... Alors, j'ai vu que certaines villes où j'étais passé, maintenant, utilisent le mot frontage. Bien. Mais là, il n'y a pas. Mais il n'y a même pas le mot alignement, vous le connaissez. C'est pas un mot qui manque, c'est un mot qui est trompeur. On parle d'un alignement d'arbres, d'un alignement de maisons et d'un alignement comme la limite du domaine public et du domaine, enfin les propriétés riveraines privées ou publiques. Or, c'est un mot-clé. Il faut être très précis sur ce mot. Il devrait y avoir alignement 1, 2, 3, 4, et puis trancher, et puis dire, on ne va pas changer le vocabulaire des plans dits d'alignement au sens des géomètres et du cadastre. Mais il faut qu'on trouve d'autres mots. Par exemple, effectivement, je proposerais les mots anglais et québécois. La ligne de frontage veut dire là où s'arrêtent les frontages, et le front de rue, c'est là où les façades s'arrêtent. Mais on peut avoir des débats pour savoir s'il n'y a pas de meilleure manière de nommer tout ça encore. Il manque, par exemple, les façades. Aucune différence n'est faite entre la façade rue, etc., dans le vocabulaire. Ce n'est pas les mêmes. La mitoyenneté, ce n'est pas du tout pareil que quand elle est un peu détachée, ou la presque mitoyenneté. La façade sur le jardin, c'est une façade très précieuse. On pourrait faire des développements immenses sur les jardins et sur cette part, quand j'appelle jardin, cour, enfin bref, de l'autre côté. Et la façade rue, non, ça n'existe pas, là. Et puis alors, à la lettre R, il manque le mot rue. Il n'y a rien dit sur le mot rue. Alors là, je n'arrive jamais à le trouver. Et dans les PLU, on ne le trouve plus. Et non seulement le mot rue manque, mais ça, il manque les mots comme frontage bordant les voies, au bord des voies. Ça me semble un symptôme profond de quelque chose. Peut-être qu'il faudrait se tourner vers les psychologues collectifs, de savoir quel est l'objet de ce refoulement. Pourquoi ne pas... Alors que quand j'étais élu, j'ai en fait... je me suis engagé dans le fait de faire la réorganisation administrative des voies communales et des chemins ruraux. Une notion clé, c'est, pour le géomètre, pour le cadastre, pour faire le plan, hein, c'est les voies à caractère de rue ou de place. Voies à caractère de place, ça n'existe pas. Là, maintenant, les places sont censées ne pas être des voies, mais autre chose. Les voies à caractère de rue, elles ont un rôle crucial. C'est elles qui vont tomber dans le domaine public
le vrai, inaliénable, public, ouvert du jour et nuit, etc. Elles doivent y tomber si c'est dans le périmètre urbanisé. Mais elles doivent avoir le caractère de rue aussi. Ah ben, alors j'ai interrogé. Ah ben, on sait ce que c'est qu'une rue. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. On sait encore, le mot rue n'est pas totalement dévalorisé. Tout le monde comprend ce qu'on veut dire avec rue. En fait, c'est une chance inouïe. Il y a un mot à peu près intact qui peut guider tout ça. Je pense que si on n'a pas ces mots, et si en plus on pense d'une certaine manière à tout ça, on est dans l'impensable au sens de ne pas pouvoir penser ce qui compte. Et je ne vous surprendrai pas si je pense qu'il y a une chose auquel il faut penser, c'est quelle est la structure viaire d'une zone urbanisée. Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui pourrait aller mieux, qu'est-ce qui faudrait être transformé. Des vrais débats. Parce qu'il y a des rôles fondamentaux des rues. Quel est le bon parcellaire? Parce que la petite parcellisation ou la grande? Vous savez que les exemples qu'on d'habitude on trouve à l'étranger réussis de lieux et de développement urbain sont à petite parcellisation. Pas plus de 30 ou 50 logements, par exemple, etc. etc. Bon, je ne voudrais pas être pessimiste, donc il y a d'abord des pistes d'action. Il y a une piste d'action que j'appellerais incrémentale, infinitésimale, les petites opérations toutes petites. Vous savez, vous vous souvenez de la photo de tout à l'heure, de ces deux enfants qui passaient devant une espèce de frontage ruiné dans le nord de... Ouais. Ben, il faut refaire sur ces trucs-là. Mais on n'a pas l'argent pour faire ça. Si, on a les riverains. Comment aider les riverains à le faire? Voilà un vaste sujet. C'est les deuxièmes chantiers accompagnés dans les frontages. Accompagnés par quoi? Accompagner, c'est une notion que moi j'ai trouvée en particulier chez Cérézuel. Vous savez, quand il faut aider les gens à vivre avec peu d'argent, mais qui ne savent plus faire la cuisine, il vaut mieux leur apprendre, ça c'est l'anecdote du poisson, mais en plus, à le cuisiner. Ben là, il faut aider à préparer l'espace pour, et éventuellement, mais pas faire à la place des gens. Principe cardinal, dans tous les exemples que je vous ai montrés qui pouvaient être sympathiques, on ne fait pas à la place des gens, on les aide à faire. Et on prépare le fait qu'ils puissent. Pourquoi elle a eu d'honneur? J'essayais de donner un mot à des rues qui sont très différentes, celles où les riverains tournent le dos à la rue. Vous les connaissez. Elles sont innombrables en ce moment. Les riverains ne sont pas en train de vous accueillir, ils sont en train de vous dire un gros mot. J'ai trouvé que c'était intéressant de savoir, je ne savais pas, qu'il y avait la notion de haie et de déshonneur en Belgique, par exemple. Là, c'est la ministre de la Santé qui est accueillie dans un hôpital. Là, ça se passe beaucoup mieux. Les rues, c'est à droite que c'est pas à gauche. Donc, mais je ne sais pas si ça serait une bonne idée de dire les rues, cette rue à droite est une rue de déshonneur, qui n'honore pas ceux qui passent. Alors, juste maintenant, je finis à tout à l'heure, parce que j'ai l'impression que je déborde peut-être. Vous voyez, sur rue, l'architecture parfois fait ça. Elle ne s'adresse plus à la rue que comme quelque chose par lequel on peut faire rentrer une bagnole, alors que de l'autre côté, parfois, elle n'est pas si mal. Hein. Mais ça, c'est ça qu'on... Voilà, on est confronté à ça. Des kilomètres et des kilomètres, dans tous les pays du monde. Hein, ça vient de... C'est pas chez nous. Hein. J'aurais pu en prendre plein chez nous. L'architecture, qu'en penser quand elle devient ça pour la rue très, très mauvais, mais pour l'architecture elle-même? On peut pas ouais, il vaut mieux prendre sa voiture là-dedans. Alors que c'est juste quelques petites photos à toute allure que je vous montre pour finir par une très bonne note. Non seulement les bâtiments s'améliorent quand ils s'adressent à la rue, mais tout d'un coup, on respire, on les regarde plus tellement.
On ne les regarde plus tellement, on se dit il y a 1000 inventions possibles, c'est même pas la peine de parler de beauté ou de n'importe quoi, il faut parler de comment vous traitez ce problème, de vous adresser à la rue et de donner les espaces convenables, ce qui convient, le décorum, on disait dans le vieux temps, mais pas au sens décor, au sens de ce qui convient. Pour, par exemple, voilà, ça, devant un pavillon, ça peut être aussi des choses... Bon, j'ai pris ça au hasard. Et je finirai juste par ce petit fifraf de Henri Lefebvre, dont j'ai découvert qu'il l'avait dit, eh bien, 10 ans après Jane Jacobs, mais très bien, en 70, mais que ça n'a pas ému finalement la conscience nationale jusqu'à maintenant, alors qu'on est nombreux aussi à le penser et que même tout le monde le pense. Excusez-moi d'avoir été peut-être trop long. Merci beaucoup.